Voilà, donc merci pour votre accueil. Donc je vais donner un peu le cadre de la présentation de ce soir. Donc le cadre historique, c'est Lyon, essentiellement à l'époque romaine. Pour le préciser, on dira plutôt vers les dernières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 3e siècle, qui correspond à la période où on a le plus d'informations sur un certain nombre de domaines de la vie économique. Le sujet, ce sont les matériaux de construction. Un sujet, ça étonnera personne, sur lequel on ne dispose d'aucun écrit. Ça paraît évident, mais on peut le redire. En tout cas, aucun écrit pour Lyon. Il y a quelques écrits chez les auteurs latins, notamment le naturaliste Pline. Mais évidemment, comme d'habitude, ces écrits concernent Rome et l'Italie. Et comme vous le savez, sur Lyon, on a très très peu de textes. Et évidemment, ils ne concernent pas ces aspects de la vie économique. Le but, c'est bien sûr d'essayer de retrouver la nature des matériaux de construction utilisés, aussi bien dans l'architecture privée que publique. D'abord, pour des raisons toutes simples, essayer de mettre un nom sur ces matériaux, retrouver ou tenter de retrouver leur provenance et voir comment ils ont été étudiés, utilisés, mis en œuvre à travers le temps. Alors, la première, ce que l'on peut voir au tout départ, ça paraît peut-être un peu curieux, c'est se dire, mais où sont les matériaux de construction ? Nous n'avons pas la chance à Lyon d'avoir des constructions de l'époque romaine qui se soient conservées en élévation, aussi bien des constructions privées que publiques. Et évidemment, il y a quelques exemples proches, comme le temple de Vienne, par exemple, mais à Lyon, en fait, tout a été détruit, tout a été enfoui et a été ramené au jour par des fouilles. Et lorsqu'on regarde justement ces vestiges, on s'aperçoit que beaucoup de ces matériaux ont disparu. Ils ont été soit remployés, soit recyclés. On voit par exemple ici au théâtre, il est évident qu'il reste très très peu de choses de la pierre de taille. Vous voyez, il y a un petit bouquet de colonnes, si j'ose dire. C'est tout ce qui reste du grand mur qui était en élévation et qui est conservé à Orange, mais qui n'est pas conservé à Lyon. Et bien entendu, si aujourd'hui, pour les nuits de Fourvière, on est obligé de distribuer des coussins, mais c'est que jadis, en fait, on ne s'asseyait pas directement sur la maçonnerie de moellons, mais tout ça était recouvert de gradins calcaires qui ont bien sûr disparu. Et cette récupération des matériaux, elle s'exerce aussi sur des éléments plus modestes. Vous avez sur l'image de droite tout ce qui reste d'un sol de marbre, qui a été entièrement récupéré. C'est une maison qui a été découverte au sommet de la colline de Fourvière. Et il ne reste plus que les empreintes de ce sol en opus sectilé, c'est-à-dire en plaques de marbre découpées. Alors que sont devenus ces éléments ? Eh bien, très souvent, ils ont été remployés. Ça paraît logique. Il est plus simple de mettre en œuvre un bloc, une plaque, une dalle qui a déjà été importé, transporté, taillé, plutôt que d'aller le rechercher dans la carrière. Et là encore, on s'aperçoit que, et ça c'est quelque chose de relativement nouveau dans les recherches, pendant très longtemps, le phénomène du remploi a été considéré comme quelque chose d'un peu anecdotique. C'est-à-dire on imaginait destruction d'un bâtiment, et puis on récupérait quelques morceaux qu'on allait remettre en œuvre pour des raisons esthétiques, un morceau décoré. Mais ce n'était pas considéré vraiment comme une activité commerciale. C'était plus quelque chose d'anecdotique. D'ailleurs, c'était souvent traité soit par les historiens de l'art, soit par les épigraphistes. Évidemment, c'est en général ce qui est le plus facile à percevoir dans les remplois. C'est un joli bloc décoré de marbre avec une stylistique typiquement antique ou une inscription romaine remployée. C'est ce qu'on discerne le plus souvent. Depuis maintenant une quinzaine d'années, cette question des remplois a fait l'objet de très nombreuses études, en particulier à Rome, où il y avait eu un colloque il y a à peu près 12 ans, qui a montré qu'en fait, c'est une vraie activité économique. Et d'ailleurs, il faudrait plus parler de démontage plutôt que de destruction. Et il y a un marché, on peut dire vraiment, du matériau d'occasion. C'est-à-dire qu'on récupère tous les matériaux, ils sont triés, on les revend, c'est vraiment une activité économique rentable. Et ce qui est intéressant, on le voit ici à Lyon, au théâtre, c'est qu'en fait, même dans un bâtiment prestigieux comme le théâtre, eh bien, on a utilisé des éléments de seconde main, des matériaux d'occasion. Alors c'est ce que l'on voit ici sur la droite. Vous voyez, on est dans le couloir nord du théâtre,
Et on voit curieusement sur la paroi des éléments en relief qui sont en fait des plaques de marbre qui étaient décorées sur un côté de gaudron en relief et qu'on a remployées à l'envers de façon à avoir un plaquage de marbre lisse. Donc ce décor remployé à l'envers, c'est imprimé dans le mortier, et lorsque ces éléments eux-mêmes ont été enlevés, puisqu'on a changé à nouveau la décoration de la paroi, eh bien, on a laissé, ces éléments ont laissé leurs traces sur cette paroi en relief, et ensuite la paroi a été recouverte par un enduit blanc classique. Donc on voit qu'on a malgré tout ici, alors qu'on est quand même dans sans doute un des monuments les plus prestigieux de la colonie de Lyon, remployer des éléments. Alors la question qui se pose, c'est d'où venaient ces plaques décorées. Les optimistes pourront penser que c'était un décor qui était ailleurs dans le théâtre. Les moins optimistes comme moi penseront que peut-être on a racheté un entrepreneur des matériaux qui venaient d'ailleurs. L'autre raison de la disparition, et ceci concerne essentiellement les roches calcaires ou le marbre, c'est la transformation de tous les matériaux qui sont faits de carbonate de calcium, de calcaire, en chaux, la transformation dans les fours à chaux. Et cette récupération destinée à la fabrication de la chaux a sûrement été bien plus active qu'ailleurs parce que, comme on le devine sur cette carte, il n'y a pas de calcaire dans le proche environnement de Lyon. C'est encore plus vrai pour Vienne. Le massif calcaire le plus proche, c'est le Mont d'Or. Mais on voit qu'il y a beaucoup de massifs calcaires dans le quart sud-est de notre pays, mais ils sont relativement éloignés de Lyon. Donc on a dû rechercher vraiment activement tous les éléments de calcaire qu'on pouvait recycler. Pour la même raison, les blocs de très bonne qualité qui avaient été importés à l'époque romaine ont été recherchés activement, en particulier pour la construction des monuments religieux postérieurs à l'Antiquité. Alors, que nous dit-il ? Il y a un petit problème informatique. Arrêtez le diaporama, non, pas tout de suite. Suivant. Voilà le remploi, bien sûr, des blocs de très bonne qualité. On verra ça notamment, ces calcaires très durs qu'on appelle chouins, ont été remployés en masse, en particulier dans le chevet de la cathédrale Saint-Jean. On a ici des blocs de calcaire qui viennent du Jura, qui ont été employés donc au XIIe siècle jusqu'à une hauteur assez importante, jusqu'à peu près le tiers de la hauteur du chevet de la cathédrale. Des blocs à bossage, dont on peut penser d'ailleurs que ces bossages sont d'origine, qu'ils n'ont pas été taillés à l'époque médiévale. Je vais manquer de temps pour parler des remplois, mais il faut savoir que ces remplois qu'on voit ici à l'extérieur de la cathédrale sont encore plus spectaculaires à l'intérieur du chevet de la cathédrale, puisque au XIIe siècle, presque jusqu'au sommet, ce sont des blocs de calcaire dur de l'époque romaine qui ont été employés. Et ce qui est remarquable, c'est que non seulement ces blocs ont été récupérés, placés très haut dans la construction, mais ils ont été soigneusement retaillés, en particulier pour faire des chapiteaux de pilastres. Ils ont été soigneusement polis, et c'est assez curieux parce qu'en général, on admet qu'à l'époque romane, on a plutôt travaillé les calcaires tendres. Or là, à Lyon, on a vraiment presque une bizarrerie architecturale, c'est-à-dire que il y avait des tailleurs de pierre qui étaient capables de travailler des matériaux extrêmement durs et pratiquement de faire des réalisations que même à l'époque romaine, on n'avait pas fait avec, c'est-à-dire notamment des chapiteaux de pilastres ou du polissage. Et au-dessus, donc en élévation, au-dessus de cette partie basse, relativement basse, faite de blocs de remploi, on a alors là des matériaux qui ont été extraits au XIIe siècle. Il s'agit essentiellement de pierres du Beaujolais de calcaire oolitique qui forment toute la partie élevée du chevet de la cathédrale. Alors ce même phénomène de remploi se constate pour le soubassement de la cathédrale de Saint-Maurice, la cathédrale de Vienne, et on a aussi l'utilisation ici de blocs de bossage avec, je ne sais pas si vous voyez sur le détail, on a ici en fait, plus précisément ici, un fragment d'une inscription funéraire, parce que la question se posait, ces bossages
sont-ils d'origine? Est-ce qu'on a récupéré des blocs romains qui étaient décorés d'un bossage, ou s'ils ont été taillés à l'époque médiévale? Mais là, au moins, on a la preuve qu'un de ces blocs a été taillé à l'époque médiévale pour faire un bossage. Donc voilà, les remplois, c'est un phénomène qui a été beaucoup étudié ces dernières années, qui est un peu à la mode chez les archéologues de la construction, et sur lequel on a beaucoup progressé. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces remplois là-dessus. En ce qui concerne la transformation en chaux, on a un bel exemple à Lyon. On est ici, donc on voit en face de nous la rive gauche de la Saône, au pied de la colline de la Croix-Rousse. Et sur le bâtiment qui est le plus à gauche a été construit à l'orée des années 2000 et a fait l'objet d'une fouille préventive qui a mis en évidence en fait ce qu'on savait en partie déjà, c'est-à-dire que toute la rive gauche de la Saône, à cet endroit-là, était occupée par des artisanats, en particulier les arts du feu, comme on dit, aussi bien de la céramique, des céramistes, des verriers, et il y avait à cet emplacement-là un élément monumental, une porte monumentale, qui devait marquer l'entrée de la ville sur cette rive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de cette porte, il ne restait vraiment que les fondations. C'est ce qu'on voit là sur la gauche. À partir de l'emplacement de ces vestiges et de leur forme, on peut restituer une porte. Évidemment, l'image que j'ai dit est très hypothétique, c'est la porte de Saint-André d'Autun, mais c'est quelque chose qui devait être aussi monumental à cet endroit-là. Et puis, à partir de cette porte, il y avait une dizaine de mètres d'une courtine qui montait vers le sommet de la colline de la Croix-Rousse, mais ça n'allait pas plus loin. Ça n'allait pas plus loin. Ce n'était pas le début d'une véritable enceinte, mais c'était plus pour marquer l'entrée de la ville. Vous voyez que, en fait, de ce monument, il ne reste plus que les fondations rasées au niveau du sol, mais il y avait un élément qui était là pour attester de l'importance que devait avoir la pierre de taille, en tout cas le calcaire plutôt que le marbre. Il y avait à côté un four à chaux monumental, et aussi tellement bien construit que sur le moment, en fait, beaucoup de gens, dont moi-même, étaient persuadés qu'il n'était pas romain. Parce qu'en fait, quand on trouve des fours à chaux qui sont liés à des phases de récupération, souvent ce sont des choses plus modestes, voire de simples fosses creusées dans le substrat. Là, on avait vraiment un grand four à chaux bien construit, mais par chance, il était en grande partie comblé, enfin, il y avait beaucoup de charbon de bois, et donc une datation carbone 14 a confirmé qu'il était bien d'époque romaine. Donc il faut imaginer que ce grand four à chaux a été bâti à cet endroit-là pour récupérer et transformer en chaux eh bien, les blocs d'élévation de cette porte disparue. On a trouvé également, lorsqu'il y a eu le dégagement du théâtre puis de l'Odéon, un autre four à chaux plus modeste qui était placé sur le portique de l'Odéon. Vous voyez, en 1964, on voit là les ouvriers qui sont en train de fouiller une couche très épaisse qui est faite uniquement de débris de marbre, des plaquages, également des éléments de statuaire. Donc, le four à chaux lui-même était placé dans l'escalier qui est au fond sur l'image, et vers ce four à chaux ont convergé énormément d'éléments de récupération, sans doute de l'Odéon, mais peut-être d'autres monuments. En tout cas, c'est au milieu de cet amas de marbre qu'ont été retrouvés un certain nombre de statuaires, en partie concassés, ce qui explique d'ailleurs le très mauvais état de la statuaire romaine que vous pouvez voir au musée Luc Dunhomme, puisque l'essentiel provient de ce dépôt. Après, évidemment, on peut regretter que les techniques de fouille n'aient pas été ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y avait sans doute quelque chose d'intéressant à fouiller en stratigraphie, ce dépôt de marbre. Il y a quelques années, j'ai essayé d'en refouiller un petit bout en me disant peut-être il y aurait des éléments chronologiques qui pourraient nous éclairer sur la date de l'abandon de l'Odéon. Mais malheureusement, j'ai retrouvé encore un peu de marbre, mais je n'ai pas trouvé d'éléments chronologiques. En tout cas, ça a au moins l'intérêt de nous montrer la gamme des marbres qui décoraient ce monument, puisque une bonne partie de ces marbres étaient sous forme de plaques. Excusez-nous, on ne vous entend pas très bien. Ah mais oui, il ne faut pas hésiter. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui? Non? Enfin, j'ai pas l'impression qu'il marche en fait sur vous. Ah oui? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah ben voilà. Ah, il faut qu'il soit vert, voilà. Alors en fait, beaucoup d'éléments sur lesquels on voudrait faire porter l'analyse ayant disparu,
on est amené à s'intéresser à des choses extrêmement modestes, mais qui sont révélatrices de cette diversité des matériaux qu'on recherche. Ce sont en fait ces dépôts qu'on appelle sols de travail. Évidemment, il faut avoir l'opportunité de fouiller à côté sur la construction dont on souhaite étudier les matériaux. Il y a un bon exemple que je vais donner ici, c'est celui de Saint-Romain-en-Galles. En 1981, donc, le département du Rhône a souhaité créer une équipe archéologique, ce qui était vraiment exceptionnel, et 5 postes d'archéologues, dessinateurs, photographes, fouilleurs. Et ça a été l'occasion de fouiller en fouilles programmées, c'est-à-dire des fouilles qui sont motivées par la destruction, disons, qui va bientôt se produire liée à une construction. Donc ce ne sont pas des fouilles ni préventives ni de sauvetage, mais c'était vraiment une fouille programmée, c'est-à-dire qu'il laissait le temps pour une exploration en extension, en particulier d'une des très grandes maisons de Saint-Romain-en-Galles, la maison des Diocéans. Vous savez qu'à Saint-Romain-en-Galles, il y a ces très grandes demeures qui couvrent souvent plusieurs milliers de mètres carrés. Celle dite des Diocéans couvre 3000 mètres carrés. Donc non seulement c'est une construction assez prestigieuse qui a consommé, si j'ose dire, beaucoup de pierres, mais en plus, elle s'est déroulée sur 3 siècles, c'est-à-dire que la construction s'est étalée sur 3 siècles, avec 4 états successifs, ce qui a permis de montrer l'évolution, en tout cas au moins pour les 2 dernières phases, l'évolution de l'approvisionnement des matériaux et leur diversité. Donc on voit ici le vestibule sur lequel a été repeint une mosaïque, la trame d'une mosaïque noir et blanc. Et on voit une autre image qui montre ce même vestibule en cours de recherche, et on devine qu'il y a plusieurs états qui se sont succédés à cet endroit-là. En particulier, vous avez un seuil en calcaire jaune qui date du début du 1er siècle après Jésus-Christ, et puis le bassin circulaire en calcaire blanc qui, lui, date de la dernière phase de la fin du 2e siècle après Jésus-Christ. Pour différentes raisons, peut-être est-ce qu'on a voulu surhausser artificiellement le site parce qu'on est très proche du Rhône, ou simplement c'est la situation habituelle que l'on trouve à l'époque romaine, c'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on détruit une construction pour en faire une nouvelle, eh bien, on aplanit les décombres de la précédente après récupération, et le niveau du sol, comme ceci, va augmenter rapidement. On voit qu'ici, en fait, cette accumulation de couches est très importante, puisqu'on a là pratiquement 3 mètres de coupe stratigraphique qui représentent seulement à peu près 70 années de fréquentation du site. Au sein de cette accumulation de sédiments, qui représente donc 4 états successifs, on va retrouver certaines couches dites sols de travail, qui sont en fait les sous-produits, en quelque sorte, de la construction. C'est-à-dire que lorsque on va construire les états successifs, il va y avoir des tailleurs de pierre qui vont s'activer. Il y a des éléments qui vont arriver sous forme de blocs bruts, qui vont être taillés, d'autres qui vont être finis seulement. Éventuellement, il va y avoir du polissage. Et en fait, tout ça va générer des rebuts qui vont rester sur le sol sous forme d'éclats. Et voilà un exemple de ces sols de travail ici, au IIe siècle après Jésus-Christ, où on a une accumulation d'éclats de calcaire tendre. Pendant très longtemps, ce genre d'éléments n'a pas retenu l'attention des archéologues, parce qu'évidemment, on s'intéressait plutôt aux chapiteaux, aux sculptures, et les éléments informes partaient avec les remblais de fouilles. Or, en fait, ces éléments extrêmement modestes sont précieux parce que, d'une part, ils nous donnent la diversité des matériaux qui souvent ont disparu des structures elles-mêmes, et le fait qu'ils soient intégrés dans une stratigraphie, eh bien, permet d'avoir une idée de la chronologie de la construction. Donc ce sont des éléments très modestes, mais extrêmement précieux. Évidemment, la nature de ces rebuts va dépendre de la nature de la construction elle-même. Ici, on est dans une maison assez prestigieuse où, visiblement, on a taillé des chapiteaux en calcaire tendre sur place. On peut même avancer d'autres hypothèses. L'absence, par exemple, de calcaire très très dur, que l'on sait utiliser pour les fûts de colonne, pourrait laisser supposer que les fûts de colonne arrivaient déjà prétaillés. C'est des choses que l'on connaît par ailleurs. Voilà un autre exemple de ces sols de travail nettement plus importants. On est ici à l'emplacement de la rue des Farges à Lyon, où les fouilles des années 1975 ont montré qu'on était à l'emplacement d'un établissement de termes très important, dont il y a juste la partie sud qui a pu être fouillée. Le reste de l'établissement se déploie en fait sous l'actuel collège Jean Moulin. Or,
vous avez donc la maquette des thermes. Vous voyez que devant les thermes, il y a la cour avec quelques arbres ici. On ne sait pas s'il y avait des arbres, mais elle matérialise en tout cas la présence d'un espace à ciel ouvert. La cour des thermes, ce qu'on appelle la palestre. Et en fait, lorsque ces thermes ont été construits, au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, puis reconstruits, sans doute embellis au 2e siècle, les corps de métier, les tailleurs de pierre se sont installés à l'emplacement de la palestre. Et donc, on a eu la chance de fouiller quelques mètres carrés, qui a donc révélé un certain nombre des vestiges de la construction, des éclats de calcaire et de marbre, et également du sable qui avait été utilisé pour le sciage du marbre. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a probablement des éléments qui arrivaient préfabriqués, notamment de ces marbres qui viennent de la partie orientale de la Méditerranée, mais un certain nombre ont été taillés, en tout cas sciés sur place. Et puis parfois également un bloc de rebut rejeté pour des raisons qu'on ignore. Donc là, on est bien sûr à l'emplacement d'une construction plus prestigieuse, des thermes publics, peut-être d'ailleurs des thermes construits par la municipalité, puisqu'il y avait des empreintes, des estampilles sur briques qui laissaient supposer que c'était des thermes municipaux. Évidemment, c'est très précieux d'avoir ces informations. Donc, au moment de la construction des thermes, premier chantier. Ensuite, établissement du sol de la palestre. Et lorsque les thermes sont rénovés au 2e siècle, à nouveau un chantier de construction, de nouveau des sols de travail et un sol par-dessus. Et ça fait qu'on peut suivre comme ceci quels marbres ont été utilisés durant ces 2 phases successives de construction. Évidemment, il faut avoir l'opportunité de fouiller de telles couches. Ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsqu'il s'agit de fouilles préventives où, de toute façon, le choix de la partie à fouiller est dicté par la future construction qui va détruire les vestiges. Là, par chance, il se trouve que l'emplacement de la cour n'était pas destiné à être construit. Donc, on a pu fouiller ces quelques mètres carrés. Mais, évidemment, on aimerait pouvoir disposer de tels vestiges pour de nombreuses constructions romaines, mais c'est un petit peu la chance. Alors, essayons de rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant et voir quels sont les matériaux, les grandes familles de matériaux qui sont utilisés à l'époque romaine à Lyon. Il se trouve qu'il y a une assez bonne, un lien assez étroit, une assez bonne adéquation entre la disposition de ces ressources naturelles, d'où viennent ces matériaux, et puis l'usage qu'on en a fait. On voit d'abord qu'il y a pour tous les éléments, ce qu'on appelle les moellons, donc tous ces éléments qui, sous forme de petits morceaux plus ou moins taillés, ont été agglomérés pour faire les fondations ou le cœur des maçonneries. On a utilisé bien sûr des roches locales qui ont été extraites sur place, des gneiss ou des granites. Ensuite, pour l'essentiel de la pierre de taille, alors ici, on voit les montants de porte, les marches d'escalier, mais ce sont également les gradins du théâtre, les colonnes, les chapiteaux, etc. On s'est adressé à des roches régionales qui sont essentiellement des roches calcaires. Et enfin, pour la décoration, on a utilisé ce qu'on appelle, selon ce terme générique, de marbre. Ce sont en général des roches lointaines. Là, en ce qui concerne l'époque romaine, beaucoup de ces marbres ont été importés du bassin oriental de la Méditerranée, des pays qui sont aujourd'hui la Tunisie, mais également l'Égypte, la Grèce et la Turquie. Donc ces matériaux, ces marbres ont été utilisés essentiellement en plaquage pour revêtir les parois et les sols, mais dans les constructions les plus prestigieuses, eh bien, ces marbres sont utilisés sous forme d'éléments massifs. Alors si on fait un tableau très simple qui met en association la provenance, la nature, l'usage et les quantités, eh bien, ça paraît évident. Les roches locales, bien sûr, ont été utilisées en grande quantité pour la taille des moellons. Les roches régionales, les calcaires pour la pierre de taille, les constructions en grand appareil, les éléments d'architecture, ce sont des quantités qu'on va dire moyennes. Et puis les marbres d'origine lointaine, évidemment, ce sont des volumes plus restreints. Mais évidemment, la nature et l'importance de ces marbres va dépendre du côté plus ou moins prestigieux de la construction, de la richesse du commanditaire, en tout cas des sommes qu'il est prêt à y investir.
Alors, la présentation qui va suivre va s'appuyer sur cette distinction. On va regarder d'abord les roches locales, ensuite les marbres, et puis on aura un regard particulier pour les roches calcaires, sur lesquelles j'avais plus spécialement travaillé, comme on dit, il y a quelques années déjà. Alors, ces roches locales, elles sont... Oui, l'intérêt, évidemment, c'est qu'on va pouvoir dire quelques mots sur l'exploitation de la carrière elle-même. Ces roches locales, on les connaît au moins exploitées à 2 endroits à Lyon. Ce sont des carrières à ciel ouvert. C'est une extraction, comme ce sont des roches extrêmement dures, et pour lesquelles on n'a pas cette contrainte de vouloir extraire des blocs ayant une forme géométriquement bien définie, puisque ensuite ils vont être réduits sous forme de moellons. Donc en général, l'extraction va suivre les fissures naturelles, ce que les géologues appellent les diaclases. On va utiliser des systèmes de coins pour extraire des quartiers de roches plus ou moins importants qui vont être ensuite retaillés. Et il va y avoir une mise en forme sommaire de ces moellons. On verra qu'il y a quelques exceptions, en particulier l'aqueduc du Gier, pour lesquels on a taillé des moellons absolument réguliers, mais en général, cette mise en forme de moellons, elle reste sommaire. Alors voilà, il y a deux carrières dont les archéologues ont retrouvé les vestiges. La carrière des subsistances sur la rive gauche de la Saône, et puis la carrière de la rue du Chapeau Rouge, donc à Vèze, au pied de l'escarpement de la colline. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas vraiment de beau front de taille comme on peut en voir sur les carrières de marbre ou les carrières de calcaire, mais on voit une extraction qui a été commandée en fait par les diaclases naturelles. Alors voilà une image de ces roches, essentiellement des gneiss et des granites, donc des roches compactes, dures, les granites, comme leur nom l'indique, les minéraux en grains qui sont dispersés de manière homogène, au contraire les gneiss qui sont des roches avec des minéraux lités, donc qui s'accommodent, qu'on peut tout à fait travailler pour faire des moellons, mais qui en général, en tout cas à Lyon, n'ont pas été utilisés pour faire des blocs de grand appareil. Alors toutes ces maçonneries à base de moellons liés au mortier, en général, elles étaient recouvertes d'enduits. Alors bien entendu, ces enduits, on les trouvait à l'intérieur des constructions, mais également sur les façades extérieures, en fonction de l'importance de la construction. En général, ce sont des enduits de chaux, avec plusieurs couches d'ailleurs, jusqu'à la couche picturale. Ils peuvent être peints ou simplement blancs. Et puis, dans le cas de constructions plus prestigieuses, ce sont des revêtements de marbre, des plaques de marbre qui étaient fixées sur la paroi. Alors, il y a quelques exceptions quand même. Des constructions pour lesquelles la pierre de moellon reste apparente. Eh bien, par exemple, les aqueducs, en particulier l'aqueduc du Gier, qui est construit avec un mode de construction, un appareil particulier dit appareil réticulé, avec des petits moellons qui sont cubiques et qui sont placés sur la pointe. Mais c'est une exception. En général, donc, toutes ces maçonneries de moellons étaient revêtues d'enduit, et aussi bien d'ailleurs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, en ce qui concerne les marbres, on peut faire un petit mot sur la terminologie de ces marbres. Pour le géologue, le marbre, c'est une roche métamorphique issue de la transformation, sous la forme de température et pression, d'une roche sédimentaire plus ancienne. En général, l'exemple qu'on donne toujours, c'est la transformation d'un calcaire qui va donner un marbre blanc. D'ailleurs, les marbres donnent d'excellentes chaux, ce qui explique leur récupération qu'on a vue tout à l'heure. Pour les historiens de l'art, les architectes, les archéologues, en fait, le marbre, c'est un terme générique qui va désigner des roches de nature pétrographique assez différentes, mais qui ont en commun d'être souvent des roches dures et susceptibles d'être polies, et qui présentent des propriétés esthétiques. Alors ces propriétés esthétiques, ça va être souvent des couleurs, un certain nombre d'éléments qui vont dessiner des formes naturelles intéressantes, mais ça peut être aussi des marbres blancs qui vont être, dont les plus intéressants vont être translucides, notamment les marbres grecs. Cette translucidité fait que les rayons du soleil, de la lumière, vont pénétrer de quelques millimètres à l'intérieur de la surface du marbre et se refléter, ce qui va donner bien sûr un éclat particulier à ces roches. Donc, propriétés esthétiques, dureté, susceptibilité d'être polies, cela recouvre en fait des natures pétrographiques extrêmement diverses. Ça peut être des calcaires durs, des brèches, c'est-à-dire des roches qui sont faites avec des éléments anguleux juxtaposés. Ça peut être des marbres vrais au sens géologique, par exemple le marbre blanc de Carrare, et des marbres colorés, des roches magmatiques, certains granites. En particulier, l'Égypte a produit à l'époque romaine énormément de granit utilisés comme marbre. Des roches
ancienne métamorphique des porphyres. Donc souvent utilisés en revêtement des sols ou des murs, en dallage, et en blocs de grand appareil dans les constructions les plus prestigieuses. Alors ces marbres ont donné lieu depuis très longtemps en fait, à une très très abondante littérature, en particulier en Italie, parce qu'il faut savoir que à la fin de l'Antiquité, beaucoup de marbres qui étaient destinés à la construction à Rome se sont en quelque sorte un peu embouteillés dans le port de Rome. Donc il y a eu une énorme réserve de ces marbres antiques, auxquels s'ajoutent bien sûr tous les éléments récupérés du démontage des monuments antiques, et que tous ces marbres ont été remployés en masse, en particulier dans les constructions de la Renaissance. Et un certain nombre de ces blocs venus directement de carrières portaient des inscriptions qui ont été très tôt déchiffrées. Leur caractère esthétique a beaucoup intéressé les historiens de l'art, et depuis très longtemps, il y a eu des études de ces marbres. D'ailleurs, leur nom, souvent assez imagé, montre bien que depuis très longtemps, ils ont été reconnus, dénommés, etc. Il y a même une association créée par des anglo-saxons, Asmosia, qui depuis de nombreuses années se consacre essentiellement à l'étude des marbres de l'Antiquité sous toutes leurs formes. En voilà par exemple des blocs qu'on a retrouvés à Ostie et qui sont venus directement de carrières de marbre. Vous voyez qu'ils portent des inscriptions. On voit LOC, LOC, Locus, Locus 21 par exemple, pour caractériser l'endroit de la carrière d'où venaient ces blocs. Et on voit qu'il y en a certains qui ont déjà été prédécoupés pour être ensuite découpés par sciage sous forme de plaques. À côté de cette abondante littérature dont je parlais, il y a énormément de collections de marbre sous forme de petits échantillons polis qui se sont constitués en Italie et ailleurs et qu'on peut voir dans différents musées. En particulier, il y en a de très beaux au musée du Vatican. Et voilà. Mais il y en a un peu partout en Europe. Beaucoup de collectionneurs, en fait, ont rassemblé ces espèces de bibliothèques de marbre sous différentes formes. Si on regarde leur provenance à Lyon, eh bien, on voit que l'essentiel de ces marbres vient du bassin oriental de la Méditerranée, mais il y en a également quelques-uns qui proviennent des Pyrénées. Il y a au moins 2 variétés de marbre qui proviennent de Tunisie. L'Égypte a fourni en particulier des granites, et puis des marbres blancs, différentes variétés de porphyre, vert et rouge, venant de Grèce et d'Asie mineure. Alors, quelques-uns parmi les plus célèbres du monde romain, le porphyre vert des environs de Sparte, le marbre dit cipolin, par comparaison cipollino, c'est l'oignon, parce qu'on a l'impression qu'il est fait de couches successives, un peu comme les différentes couches d'un oignon, qui vient de la Grèce, de l'Eubée. Le marbre jaune de Chemtou en Tunisie, qui, vous voyez, peut se présenter soit sous forme homogène, soit sous la forme d'une brèche. Et puis, sans doute le plus célèbre, le porphyre rouge, venu d'Égypte. Alors évidemment, ces pierres prestigieuses, la plupart d'ailleurs appartenaient directement aux biens de l'empereur, un peu comme les biens de la couronne. On va les trouver utilisés à Rome en particulier, et en Italie, sous forme souvent de blocs de grand appareil, parfois de choses extrêmement prestigieuses. On voit là le sarcophage un des sarcophages de la famille Constantin, avec un bloc monolithe de porphyre rouge. Évidemment, chez nous, ces marbres vont être utilisés avec une forme un peu plus modeste. On voit ici des fragments, malgré tout, qui proviennent peut-être de l'Odéon ou du théâtre et qui ont été retrouvés dans les fouilles de ces deux monuments, des bases de colonnes. Parmi ces matériaux, sans doute à Lyon, un des éléments les plus célèbres, ce sont ces colonnes qui soutiennent aujourd'hui la croisée du transept de la basilique Saint-Martin d'Énée et que la tradition attribue au sanctuaire des Trois Gaules. Quoi qu'il en soit, ce sont 2 colonnes qui font à peu près 90 cm de diamètre, qui ont été sciées en 2 de manière à en faire 4 et qui ont été donc remployées dans la basilique Saint-Martin. Pendant très longtemps, on a considéré que ce granit, cette roche de la famille du granit,
pouvaient venir d'Égypte, mais il y a une hypothèse récente qui ferait venir ce matériau de la Corse. C'est vrai que c'est assez tentant parce qu'il y a un granit exploité en Corse et qu'on peut voir en particulier au cimetière marin de Bonifacio qui ressemble assez aux matériaux de ces colonnes. Et on voit ici la monnaie qui nous montre une représentation sans doute simplifiée de l'autel des Trois Gaules avec les colonnes qui encadraient le sanctuaire. Bien entendu, on n'a aucune certitude sur cette tradition, mais c'est une tradition qui est à prendre en compte parce que c'est vrai que faire venir des blocs de cette taille, c'était exceptionnel. Et le sanctuaire des Trois Gaules, l'autel du sanctuaire des Trois Gaules, était sûrement le monument le plus prestigieux de la colonie de Lyon. Alors d'autres éléments sous forme de blocs massifs ont été retrouvés à Lyon, en particulier pour les colonnes aussi bien de l'Odéon que du théâtre. On voit ici le marbre dit africano, parce qu'en fait, durant la Renaissance, à Rome, on pensait qu'il venait d'Afrique, mais en fait, il vient de Théos, une petite île qui est aujourd'hui en Turquie. Également, du marbre gris qui vient de l'île de Lesbos, et puis le schipoline au vert, le marbre qu'on a vu tout à l'heure. Une défaillance, le micro. Pile. Merci. Ça marche. Voilà. Donc ces éléments qu'on voit là ont été retrouvés sous forme de blocs errants, si j'ose dire, lorsqu'on a dégagé le théâtre à partir des années 30, un dégagement qui s'est poursuivi pratiquement jusque dans les années 1970. On a également un très bel exemple de remploi à la cathédrale Saint-Jean, sur la façade. Vous voyez, on a cet élément, cette sorte de bandeau couleur gris-vert qui est en fait du marbre cipolin venu de Grèce. Et il s'agit probablement d'un fût de colonne qui a été débité pour faire cette sorte de bandeau que l'on voit courir tout le long de la base de la façade. Alors bien entendu, à l'époque romaine, on ne disposait pas des matériaux qu'on a aujourd'hui pour scier des plaques de marbre avec des fils diamantés ou des carbures de tungstène. Et on n'avait aucune scie dentée qui était capable de scier des roches très très dures. Donc on utilisait en fait une autre technique qui est celle des poudres abrasives qui étaient mises en mouvement par des plaques métalliques. C'est-à-dire on avait en quelque sorte une scie sans dents, mais qu'on faisait aller et venir. Et puis il y avait du sable, en général du quartz, et puis de l'eau, et on pouvait scier des pierres comme ceci. Ça paraît extrêmement fastidieux. On a l'attestation, mais uniquement dans le bassin oriental de la Méditerranée, et plus précisément en Asie mineure, en particulier à Éphèse, de l'utilisation d'une machine hydraulique qui pouvait, disons, donner l'énergie nécessaire à une scie mécanique. Pendant très longtemps, on a considéré que l'invention de la bielle était quelque chose qu'il fallait attribuer au Moyen-Âge et que ce système qui permet de transformer un mouvement circulaire en mouvement alternatif n'existait pas à l'époque romaine. Or là, il y a 2 vestiges de scieries mécaniques de marbre qui ont été retrouvés en Asie mineure. Il y a également un bas-relief qui montre l'une de ces machines qui atteste que en fait, ce dispositif était connu à l'époque romaine, donc qui permettait de scier plusieurs plaques à la fois. Alors ce que l'on voit ici, en fait, c'est une reconstitution par un enseignant qui s'appelle Olivier Charnet, qui est quelqu'un qui s'est spécialisé en fait dans la reconstitution des machines antiques et qui, avec l'aide de différents corps de métier et de l'école centrale, a refait une scie hydraulique, sauf que évidemment la roue à aube n'est pas mue par une chute d'eau, mais par un moteur électrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi, évidemment avec un bloc de pierre qui n'est pas des plus durs, c'est un bloc de calcaire, mais à faire marcher cette machine et qu'avec du sable à base de quartz, on voit que ça fonctionne. Mais de telles machines ne sont pas attestées, en particulier dans nos régions, même en Italie, à ce jour, il n'y a pas de machine de scie hydraulique qui a été attestée. Il semblerait que ce soit une machine, en tout cas, qui a été réservée, si j'ose dire, à la partie ouest de l'Empire romain. Ces éléments sciés ont été utilisés en particulier pour faire des sols qui sont parfois extrêmement décorés. Et on a la chance d'avoir ici, au musée
au Musée national romain la représentation sur une plaque de marbre d'un de ces artisans qui composait en fait ces sols de marbre un peu comme un peintre en fait sur une plaque devant lui. Certains de ces décors représentent même des scènes figurées. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement rare. En général, ce sont des décors géométriques, mais on a quelques exemples parmi ces sols de marbre les plus élaborés où on a une représentation figurée des animaux, des personnages. Bon, on voit ici quelques-uns de ces sols les plus intéressants, les plus divers, en particulier au musée du Capitole, avec énormément de variétés d'albâtre, et puis également dans une construction extrêmement prestigieuse, la Villa Adriana à Tivoli, l'exemple de très beaux décors géométriques taillés dans différents marbres de couleur. Alors nous avons à Lyon sans doute un des exemples en Gaule, et peut-être même dans tout l'Occident romain, un de ces sols de marbre très très élaborés, à la fois par les découpes et puis la diversité de ces matériaux. Donc c'est le sol de l'orchestra de l'Odéon. Alors la datation de l'Odéon, fin du 1er, début du 2e siècle, il est possible qu'il y ait eu plusieurs phases de construction. Alors ce qu'on ignore, c'est est-ce que ce sol, ce très joli sol, est-ce qu'il date de l'origine de la construction même de l'Odéon, ou si c'est une phase d'embellissement, ça on aura beaucoup de mal à le savoir. Mais on voit qu'en fait, on a représenté ici sur ce sol en fait un très bel échantillonnage de marbre venant de la partie ouest de la Méditerranée. Donc on retrouve les grands classiques, le marbre jaune de Chemtou, la plaque centrale en porphyre rouge d'Égypte, un disque également en porphyre vert, etc. On parlait tout à l'heure des thermes de la rue des Farges et des fragments qui ont été retrouvés dans le sol de travail, dans les 2 sols successifs de travail, au moment de la construction au milieu du 1er siècle, puis de la rénovation au 2e siècle. Et on voit ici la diversité de ces éléments en plaquage, où on retrouve également le jaune antique, le porphyre rouge, le marbre africano au 1er et au 2e siècle. Alors de manière plus modeste, on retrouve assez souvent en fait, ces marbres sous forme de tout petits fragments dans des sols qui sont des sols souvent composites. En général, ce sont des sols de béton de chaux, dans lesquels on a intégré des fragments de marbre. Et on voit que très souvent, il y a une réelle volonté en fait, de faire comme une sorte de catalogue, c'est-à-dire qu'il y ait une grande diversité de ces marbres sous forme de petits fragments qui sont représentés dans ces sols. Donc ici, c'est une maison, ce sont les vestiges d'une maison qui ont été découverts rue du Colonel Chambonnet. Vous savez, c'est cette rue qui prolonge la place Bellecour jusqu'au quai. Et donc, au milieu des années 2000, il y a eu une fouille préventive à l'emplacement du marchand de meubles qui fait l'angle avec le quai. Et donc, quelques pièces appartenant à une maison ont été retrouvées, une parmi lesquelles, une de ces pièces où il y avait un petit bout du sol qui a pu être fouillé, avec probablement une partie centrale en plaque de marbre, et puis tout autour, simplement un sol de béton dans lequel ont été enchâssés une réelle diversité sous forme de petits fragments. Alors peut-être que le constructeur avait quelqu'un dans sa famille qui travaillait dans le domaine public et qui a pu récupérer tous ces petits bouts. En tout cas, on voit, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout isolé, une réelle volonté d'avoir comme un catalogue sous forme de petits fragments révélateur de la diversité de ces matériaux. Et puis, il faudrait bien sûr mentionner, là j'ai parlé essentiellement des marbres colorés ou de couleur, mais évidemment, il y a tous les marbres blancs, voilà. Il y a ceux qu'on connaît très bien comme Carrare. Il y a une grande diversité de marbres blancs qui viennent de la Grèce et également de la Turquie, et pour lesquels se posent des problèmes d'identification, parce que les marbres dont on vient de parler, en général, se reconnaissent assez bien parce qu'ils ont des teintes caractéristiques. Mais pour les marbres blancs, c'est une autre histoire. Et souvent, en fait, l'identification est faite par des travaux de laboratoire qui se fondent sur des dosages très précis de différents isotopes d'un certain nombre de minéraux. Après, je me souviens d'une table ronde qui avait lieu sur les marbres. Et le conservateur du Louvre, qui était Martinez, à l'époque où il n'était pas encore directeur, enfin maintenant il ne l'est plus, mais Martinez était président-directeur, Jean-Claude Martinez, président-directeur du Louvre, mais avant, il était simplement, si j'ose dire,
le directeur du département des antiquités grecques et romaines. Et il avait dit plaisamment que s'il avait accédé à toutes les demandes de laboratoire du monde entier pour connaître l'origine du marbre de la Vénus de Milo, elle aurait disparu aujourd'hui. C'est pour dire qu'en fait, il y a une réelle concurrence entre les laboratoires, en particulier anglo-saxons, mais il y a aussi un laboratoire très célèbre à Athènes. Il y a une réelle concurrence des laboratoires pour avoir accès, évidemment, aux éléments les plus prestigieux dont on recherche la provenance. Voilà. De temps en temps, d'ailleurs, il faut souligner que les résultats de certains de ces laboratoires ne sont pas forcément concordants, ce qui montre que la recherche de la provenance des marbres blancs est une science difficile. Parce qu'en fait, on est amené à raisonner sur des variations de composition extrêmement fines d'un certain nombre d'éléments chimiques, mais sans qu'on puisse expliquer pourquoi ces variations ont lieu. Ça, voilà, il y a un côté aléatoire. Et dans certains cas, en fait, il peut y avoir des variations importantes au sein d'une même carrière pour des phénomènes que l'on ne connaît pas, alors qu'il peut y avoir des choses assez proches, mais issues de carrières différentes. Donc c'est un domaine qui est toujours à explorer. Alors pour en terminer avec les marbres, je voudrais signaler qu'il existe quand même quelques marbres locaux, ou du moins régionaux, en tout cas des roches décoratives qui ont été utilisées comme marbre et qui ne proviennent pas, qui n'ont pas des origines lointaines. C'est en particulier ce marbre rouge, la brèche de Vimines. Vimines, c'est une petite commune à côté de Chambéry, et où a été exploitée à l'époque romaine cette brèche. Donc il s'agit de ce qu'on appelle un conglomérat. En général, on réserve le terme de brèche à ces conglomérats dont les éléments constitutifs sont anguleux, et puis on va parler de poudingue quand ils sont plutôt arrondis, quoi. Alors cette brèche de Vimines a été utilisée à l'époque romaine. Il y a quelques attestations d'éclats, de fragments qui ont été retrouvés dans des sites romains, mais elle a été surtout, semble-t-il, utilisée durant l'Antiquité tardive dans les constructions des premiers temps chrétiens. Ça ressemble un peu à de la mortadelle, en fait. Et puis alors, il y a un autre marbre, alors là, qui est très curieux. Il y a un très beau livre qui s'appelle Marmora Romana, qui a été fait par un collectionneur de marbre qui s'appelle Monsieur Gnoli. C'est un très beau livre, justement par un de ses amoureux qui avait une collection magnifique. Et donc des échantillons provenant de Rome. Et parmi ces échantillons, il y en a certains dont on ne connaît pas la provenance. Il y a en particulier ce conglomérat qui a été nommé par lui la Breccia fruticulosa. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les éléments qui le constituent ressemblent un peu à des fruits. Vous voyez qu'on a des galets polis, ronds, de couleurs différentes, qui sont liés par une matrice un peu verdâtre de sable consolidé. Certains de ces galets sont perforés de trous qui se sont remplis après de sable, et ça ressemble un peu à des fruits. Et quand Gnoli a édité son livre, en fait, personne ne connaissait la provenance possible. Et il s'avère qu'en fait, c'est un matériau qui a été extrait à côté du lac du Bourget, là aussi pas loin de Chambéry, mais dont on ne connaît absolument pas la carrière, qui devait être assez modeste. Alors ces deux matériaux, brèche de Vimines et conglomérat de Bourdeaux, se retrouvent associés dans des constructions des premiers temps chrétiens, en particulier ici au baptistère sous forme de dallage, au baptistère de Grenoble. Et toujours à Grenoble, on les voit également utilisés dans la crypte de la basilique Saint-Laurent de Grenoble. Donc vous avez à gauche, alors pourquoi c'est très bleu ? Parce qu'il y a une sorte de son et lumière. Si vous avez l'occasion, si vous ne connaissez pas la basilique Saint-Laurent de Grenoble, il faut à tout prix la visiter parce que c'est très très spectaculaire. Donc les archéologues ont fouillé complètement le sol de la basilique, révélant les constructions antérieures, en particulier la crypte. Et c'est très spectaculaire à voir. Et dans cette crypte, en fait, la crypte Saint-Oyan, on voit associer ces deux matériaux sous forme de colonnettes, la brèche de Vimines et le conglomérat de Bourdeaux. Alors classiquement, on considère, enfin, beaucoup d'auteurs considèrent que ces éléments sont des remplois de l'époque romaine. En fait, pour qu'il y ait remploi, il faut qu'il y ait eu emploi. Alors en ce qui concerne la pierre de Vimines, l'utilisation à l'époque romaine est attestée. Mais en revanche, en ce qui concerne la brèche de Bourdeaux, à ma connaissance en tout cas, on n'a jamais trouvé vraiment une association certaine entre une construction de l'époque romaine et puis ce matériau.
Donc peut-être, il ne s'agit peut-être pas de remploi d'Antiquité tardive, mais un emploi, durant les premiers temps chrétiens, d'une roche qui plaisait. Pourquoi ? Est-ce que cette forme de fruit, cette couleur, avait quelque chose à voir avec les textes religieux ? Pourquoi on aimait bien cette pierre ? C'est une question qui reste posée. Mais en tout cas, jusqu'à ce jour, il me semble qu'on n'a jamais retrouvé vraiment la brèche, le conglomérat de Bourdeaux mis en œuvre avec certitude à l'époque romaine. En tout cas, c'est mon opinion. Alors, la brèche de Vimines a été utilisée bien plus tard à Lyon, ici, au XVIIe siècle. Vous voyez les deux colonnes monolithes qui encadrent la façade de l'hôtel de ville du XVIIe siècle. Ce sont deux colonnes en brèche de Vimines. Mon collègue Dominique Tritaine, qui est un spécialiste des marbres, qui a beaucoup travaillé sur Lyon, a même fait un article parce qu'il a retrouvé les archives qui concernent l'importation de ces deux fûts de colonne, et il a pu démontrer qu'en fait, le coût du transport de ces deux fûts de colonne entre Vimines, à côté de Chambéry, jusqu'à Lyon, le coût du transport a été supérieur à celui de l'extraction. Parce qu'en fait, il a fallu un attelage de bœufs, il a fallu traverser des propriétés, et tout ça a coûté beaucoup d'argent. Donc cette brèche de Vimines est visible ici, sur la façade de l'hôtel de ville de Lyon. On a quelques exemples du conglomérat de Bourdeaux réutilisés, en particulier ici, dans une maison à Vienne, une maison médiévale ou plutôt Renaissance de Vienne. Et alors, chose incroyable, il y a eu, vous savez, pendant plusieurs années, on peut dire, une grande restauration de l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean. Et cette restauration a été suivie par les archéologues qui sont montés sur les échafaudages et qui ont étudié en détail, en particulier, ce dont je parlais tout à l'heure, tous les remplois des blocs romains. Et c'est à cette occasion qu'on s'est aperçu qu'en fait, que la cathèdre de l'évêque, eh bien, sur cette cathèdre, il y a un pilastre qui est justement en conglomérat de Bourdeaux. Alors, on est dans une partie de la cathédrale du XIIe siècle. Le conglomérat de Bourdeaux, jusqu'à ce jour, il est utilisé surtout dans des constructions plus anciennes. Et vous savez que la cathédrale de Saint-Jean, en fait, succède à un premier état décrit par Sidoine Apollinaire, l'ecclésia, l'église de l'évêque. Alors, on peut rêver, est-ce que ce petit pilastre très, très décoré en brèche de Bourdeaux serait-il un élément issu de la première cathédrale récupéré et remployé dans la cathédrale romane? C'est possible, on peut rêver. En tout cas, ça a été une belle découverte pour ceux qui s'intéressent à la pierre. Alors, je vais changer de... J'ai fait un diaporama en deux parties, mais je vais en profiter pour vous faire circuler quelques échantillons. Alors, évidemment, je n'ai pas pu amener des choses très volumineuses. Donc, j'ai amené quelques échantillons de marbre des plus représentatifs qui viennent de Lyon. Donc, vous avez une plaque de marbre jaune de Chentou, vous voyez, sous sa forme de brèche. C'est-à-dire qu'on n'a pas une roche homogène, mais on a une brèche qui est naturellement constituée d'éléments anguleux cimentés par un ciment naturel de couleur rouge. Donc, Chentou, en Tunisie. Alors, évidemment, c'est un tout petit bout à côté de ce qu'on vient de voir. Un petit fragment de marbre cipolin vert qui vient de Lebé, de la Grèce. C'est un matériau très utilisé à Lyon. Par exemple, toute la façade de l'Odéon était plaquée avec des plaques de cipolin. Vous voyez que c'est un marbre blanc, mais qui est traversé par des veines qui contiennent des minéraux qui ressemblent un peu à du mica. Voilà. Alors après, il y a différentes variétés. C'est cette roche dont on voit ce bandeau à la base de la façade de Saint-Jean. Et puis, les deux échantillons de porphyre, le porphyre vert qui vient de Sparte, voilà, ça ressemble un peu aux cheveux d'Hollywood, comme couleur. C'est pas comestible. Alors c'est une roche dont on ne peut tirer que des petits blocs, donc en général il va être utilisé soit pour des tout petits objets, soit pour des plaques. Et puis sans doute le plus prestigieux, évidemment un tout petit bout, c'est le matériau du grand sarcophage de la famille de Constantin, c'est le porphyre rouge d'Égypte. Alors pendant longtemps, j'étais persuadé que le porphyre rouge d'Égypte avait été exploité à l'époque pharaonique, mais il semblerait que non, parce que c'est une exploitation qui débute à l'époque romaine.
c'est sans doute la roche la plus célèbre de tout le monde romain. Donc vous avez vu qu'on a quand même deux bases de colonnes à porphyre de la Gaule. Alors pendant ce temps-là, je vais en profiter pour changer là, pour passer au deuxième. Mmh. J'essaye, mais en vain, de fermer ce. Normalement, qui t'échappe. J'ai quelques problèmes là. Ah. Alors. Je suis pas un spécialiste, mais enfin. Ouvrir. On va essayer d'ouvrir là. Il est un peu capricieux quand même. PowerPoint. Avec la peine, non? Non, non, mais on va s'en sortir. Ben, c'est-à-dire que parcourons. Je vois pas bien là. Il se passe pas grand-chose là. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, là j'ouvre. Voilà. C'est-à-dire que là, normalement, il y a un deuxième. Il y a un deuxième. C'est là, le PowerPoint, c'est là? Non, mais là, c'est. Il faut descendre. Vous voulez descendre là, non? Bah oui, mais j'arrive pas là. Non, normalement, il y a un deuxième. Il y a une flèche, attendez. Ah oui, ah oui. Vous voyez ça? Pas. Non, non, j'ai l'impression que leur truc, il n'est pas. Ouais, il faut descendre comme ça. Alors attendez, Vous allez où? descendons pour voir s'il y est. Il y a beaucoup de choses. Non, il n'est pas là. On est en bas là. Ouais, On remonte? s'il vous plaît, ouais. C'est. On va être en haut là. On est arrivé en haut. C'est-à-dire, il y a un deuxième fichier qu'il a enregistré. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne peut pas accéder au bureau, là, voir tout le bureau. Alors, attendez, si on revient. Moi, je préfère les souris que les. Oui. Oui, là, on a beau. Ah, non, là, il faut fermer celui-là. Fichier, non? Alors, fichier ouvrir, on va voir si. Ouvrir. Je ne sais pas où est passé le deuxième. Parce que là, il y en a un et il y a le deux. Il les a copiés tous les deux. Mais surtout, je ne vois pas comment on sort de. Normalement, on fait échappe là. Il y a un professionnel là de l'informatique. Là. On est un peu perdu là. Parce que normalement, on devrait ouvrir. Là. Mais là, il ne se passe rien. Personnaliser, réduire. Ça fait. Est-ce qu'il y a un malin en informatique là? Moi, j'amène ma souris. Ah, Amenez votre. Elle n'est pas là. Bon. Non, parce que c'est pas moi qui parle. D'accord. Bon, alors, on a l'impression que les commandes ne répondent plus là. Qu'est-ce qu'on cherche? Ben, normalement, si vous allez sur le bureau, il y a un deuxième fichier qui s'appelle Pierre Sahal 2. Mais déjà, il faudrait sortir de ça, quoi. Alors, fichier. Où est-ce qu'il est le deuxième fichier?
Voilà, sur le bureau, parce que j'ai fait deux PowerPoint. Ça, c'est le premier, il est fini. Il y en a un deuxième qui s'appelle Pierre Saal 2. Il l'a copié sur le bureau, mais on n'arrive pas à sortir de. Vous n'arrivez pas à aller sur le bureau? Voilà. Attendez, faut que je me mette. Allez, mettez-vous en face. J'ai pas l'habitude de me servir de ce truc. Bon, ça. C'est bien de ramener les. Voilà, c'est le 2. Voilà. Donc, double clic. Normalement, ça l'ouvre. Voilà. Voilà, c'est bon. Magnifique. Et alors, encore, si vous avez encore. Vous savez, je cherche la présentation qui s'appelle présentation du conférencier. Là, Là, c'est la première page. Donc, oui, la première page du document. c'est ça. Mais vous savez, il y a un type de présentation, vous voyez la diapo suivante, c'est très commode. Ah, en plein écran, vous voulez dire vous voulez vous mettre en. Non, c'est pas en plein écran, ça s'appelle. Ça s'appelle l'écran du conférencier ou quelque chose comme ça. Alors moi je suis pas un spécialiste de PowerPoint, mais Peut-être diaporama. Si on voit lancer le diaporama personnalisé, peut-être. Je sais pas. à partir du début peut-être. Oui, à partir du début, oui, mais c'est. Non. Mais si vous pouvez à partir du début, voilà. Ben, oui. Mais normalement, il est possible d'avoir. C'est bon, vous avez ce que vous voulez là, c'est bon. Non, mais ça fait rien, je vais m'en passer. C'est subtil. Ouais. Parce que vous avez vu tout à l'heure, en fait, on voit la diapo suivante, et c'est très commode. Et là, pour passer à la suivante. Ah bah ça c'est bon là. C'est bon, ça marche. Alors. On va se débrouiller comme ça. Les échantillons ne viennent pas tous, mais on va les récupérer. Ben, j'espère. Bien. Donc on va attaquer on va attaquer la deuxième partie. Donc, pour terminer, on va examiner ce qui concerne les roches calcaires. Donc, les roches calcaires présentent un certain nombre d'avantages naturels pour une utilisation sous forme de pierres de taille, c'est-à-dire d'extraction, de volume géométriquement définis. Tout d'abord, elles se présentent naturellement, souvent sous une forme stratifiée. Donc, évidemment, forme stratifiée, ça veut dire que bien, naturellement, il y a des bancs d'épaisseur variable, ce qui va permettre, évidemment, une extraction plus facile. Ce sont des roches extrêmement diverses, bien qu'elles soient constituées d'un seul minéral. C'est ça le paradoxe des calcaires, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul minéral, c'est le carbonate de calcium, mais ce sont des roches extrêmement diverses, en particulier au regard de la dureté, de la résistance. Ce qui fait qu'on va pouvoir les employer différentes variétés pour des usages très divers, qui vont depuis les blocs de soubassement qui sont exposés à l'érosion jusqu'à des calcaires tendres, en particulier pour la sculpture. Alors ces roches, elles sont naturellement absentes du proche environnement urbain. Et comme en même temps, quand on regarde la carte géologique, on voit qu'il y a une très grande diversité d'affleurements calcaires localisés dans le quart sud-est de la France, on peut raisonnablement penser que l'essentiel de ces calcaires provient de ce secteur. Donc on a pu, disons, à la fois mener une recherche sur les sites archéologiques et également sur les carrières potentielles. Ce sont des matériaux qui sont importés en grande quantité. Donc, non seulement l'importance des volumes, mais aussi le fait que ce sont des roches qui ont fait l'objet d'un travail assez élaboré, fait qu'on peut penser que c'était des éléments à forte valeur ajoutée, comme on dit aujourd'hui. Et on sait qu'il y avait, même si malheureusement on n'a que très peu de témoignages, qu'il y avait toutes sortes de corps de métier qui devaient concourir à l'utilisation de ces roches calcaires, depuis les carriers, bien sûr, les transporteurs. Et on sait qu'à l'époque romaine, grâce à l'épigraphie, il y a de véritables compagnies de navigation, des marins d'eau douce, comme on dit, qui naviguaient sur des grands bateaux à fond plat, comme ceux qui ont été retrouvés, si vous vous souvenez peut-être de ces fouilles spectaculaires, au parc Saint-Georges. Donc extraction, transport, mise en œuvre, donc énormément de corps de métiers différents, plus ou moins spécialisés.
évidemment, on ne peut pas comparer la spécialisation d'un tailleur de pierre. D'un côté, on a les tailleurs de moellons, une tâche extrêmement répétitive, et puis de l'autre, des corps de métier qui nécessitaient à la fois des connaissances, un savoir-faire plus élaboré. Malheureusement, l'épigraphie lyonnaise, qui est très riche, ne nous restitue quasiment personne de tous ces artisans. Il n'y a une seule mention, c'est le monument funéraire d'un graveur de lettres. Je crois, à ma connaissance, c'est le seul corps de métier en relation avec la pierre dont il est question sur les quelques 600 ou 700 épitaphes romaines de la très riche collection lyonnaise. Donc ces éléments devaient, tous ces métiers, toute cette activité devait tenir une place importante dans la vie économique de la colonie. Alors les différentes étapes de la recherche, souvent on accuse un peu les archéologues, à juste titre, de parler plus de leur méthode de recherche que de leurs résultats. Donc je vais essayer d'éviter ce travers, mais j'y cède un petit peu quand même en vous parlant des différentes étapes de la recherche. En fait, dans un premier temps, le plus simple, c'est de partir du site archéologique. Et d'essayer de faire sur place, sur un site, une caractérisation, comme on dit, une description la plus précise possible des éléments dont on recherche la provenance. Donc, analyse des faciès pétographiques à l'œil nu, mais aussi au microscope, bien sûr. Essayer de dater l'utilisation de ces matériaux et voir qu'est-ce qu'on a fait avec ces matériaux, comment on les a utilisés. Dans un deuxième temps, même si les deux sont liés, bien sûr, mais en tout cas d'un point de vue méthodologique, dans un deuxième temps, ayant caractérisé ces matériaux, ayant daté leur emploi et caractérisé leurs emplois, on peut se dire, mais d'où viennent-ils? Et on va essayer de retrouver la carrière. Donc on part d'un certain nombre d'hypothèses. La plupart de ces roches calcaires ont une origine régionale. Très souvent, les affleurements les plus intéressants ont été utilisés après l'époque romaine. Et on va faire ce qu'on appelle, d'un terme un peu pompeux, la méthode régressive, c'est-à-dire on va essayer pour une région donnée de rassembler le plus d'informations possible sur les carrières utilisées en se disant il y a de fortes chances que cet ensemble de carrières que je sais utiliser à l'époque médiévale, moderne, voire contemporaine, contient les carrières qui étaient déjà exploitées à l'époque romaine, parce qu'à travers le temps, on a sûrement tiré parti des qualités de ces matériaux, de leur accessibilité. À ce titre, par exemple, on va privilégier, bien sûr, les affleurements et les carrières exploitées à proximité des cours d'eau, parce qu'on sait que la pierre, c'est lourd et que ça voyage plus facilement sur un cours d'eau que sur une charrette. Donc un travail d'inventaire préalable, aussi bien par des archives que la carte géologique. En particulier, les éditions anciennes de la carte géologique avaient toujours une rubrique à la fin qui s'appelait « Substance utile », aujourd'hui qui a disparu, puisque vous savez qu'on n'extrait plus grand-chose chez nous actuellement. Et donc cette rubrique signalait à la fois les vestiges anciens d'exploitation et puis la nature de ces matériaux. Alors si on regarde ces matériaux calcaires, on s'aperçoit qu'il y a une réelle diversité. Ils présentent des faciès tout à fait variés. Pourquoi? Parce qu'en fait, une bonne partie de ce carbonate de calcium a une origine qui est biologique, c'est-à-dire ce sont les fossiles. Alors quand on parle de fossiles, on voit de très beaux coquillages, mais très souvent ce sont des organismes microscopiques. Et donc si on descend à l'échelle, pas forcément du microscope, mais au moins de la loupe binoculaire, eh bien, on voit des structures qui caractérisent ces différents calcaires et qui permettent de les différencier, au moins sur le site archéologique. Ça ne veut pas dire que la lecture à la loupe binoculaire d'un calcaire va nous révéler sa provenance, mais sur, disons, un examen à la fois à l'œil nu et binoculaire, eh bien, on peut déjà avoir une bonne base de classification de ces matériaux. Alors évidemment, pour les examiner, on peut faire ce qu'on appelle une lame mince, c'est-à-dire on colle un petit bout d'un échantillon poli, on va l'abraser jusqu'au moment où il devient transparent et ensuite on le regarde à la binoculaire ou au microscope par transparence et ça révèle des structures extrêmement variées. Vous voyez qu'on a ici en haut à gauche des calcaires dits anthroques qui sont faits en grande partie d'éléments issus de la désagrégation de ces animaux qui avaient un squelette externe, ce qu'on appelle des animaux qui ressemblaient un peu à des fleurs avec une tige lisse de mer.
On a des structures qui, elles, ne doivent rien du tout au biologique. Ce sont les calcaires oolithiques qui sont faits avec des grains roulés, qui se sont nourris de couches concentriques. On a des éléments minuscules. L'espèce de fleur là au milieu, c'est un foraminifère. Vous savez, ces organismes microscopiques qui peuplent les mers de tout le globe. Et puis on va avoir également des éléments fossiles macroscopiques. Ce que l'on voit ici, c'est une section de coquille. On reconnaît la charnière de la coquille, d'une coquille qui fait quelques centimètres. Oui, il faut rappeler que toutes ces roches calcaires ont en commun que leur genèse se fait en milieu aquatique, en général en milieu marin et parfois même en milieu lacustre. Donc examiner avec des instruments pas très sophistiqués que sont une loupe binoculaire, voire un microscope, sur une surface non polie ou sur une section polie et translucide, on va pouvoir distinguer une très grande diversité de structures. Parfois même, la présence d'éléments fossiles peut orienter vers tel ou tel étage géologique et partant peut-être vers tel ou tel secteur d'exploitation. Donc ça, c'est la première phase, caractérisation. Ensuite, la recherche des carrières romaines, évidemment, on aimerait trouver des carrières avec des vestiges parfaitement identifiés de l'époque romaine. Et c'est la carrière telle qu'on la rêve. Il y en a quelques-unes, en particulier la carrière de l'Aquérie en Vercors. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une carrière qui est toute petite, qui est à 1800 mètres, je crois, d'altitude, dans le Vercors Sud, où on a là les traces parfaitement nettes d'une exploitation qui a été comme figée dans le temps, toute petite exploitation, parce qu'il y a quelques blocs qui ont été extraits. Alors pourquoi à cet endroit-là ? Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher dans une zone assez inaccessible ce matériau ? Parce que ça ressemble un peu à un marbre qui serait un marbre blanc avec des veines rouges. C'est du calcaire urgonien, un calcaire cristallin. Et à cet endroit-là, la particularité fait qu'il est injecté de veines rouges. Alors c'est une carrière qui a servi, semble-t-il, pour la ville de Die. Mais peut-être que c'est juste la fantaisie d'un constructeur qui aura duré le temps d'une génération. En tout cas, c'est une des rares carrières dont on peut dire voilà les vestiges de l'époque romaine. Et donc ça contredit l'hypothèse préalable que souvent les carrières romaines ont été exploitées après l'Antiquité. Mais là, c'est quand même un cas particulier. Donc ça, c'est le rêve. Et la réalité, c'est souvent ce qu'on voit en dessous, c'est-à-dire des vestiges d'exploitation mal datés avec une carrière qui est souvent transformée en dépotoir. Donc on part de l'hypothèse que les calcaires sont régionaux, c'est tout ce qui est représenté ici sous forme de briques. Les croix, ce sont les massifs anciens, le granit, les gneiss, et on voit qu'il y a énormément de massifs calcaires entre le Mont d'Or, le Beaujolais, le Jura, les Préalpes, et puis toute la vallée du Rhône. Donc on est parti d'un certain nombre d'inventaires, par chance, au XIXe siècle. Le XIXe siècle est une période très intéressante parce qu'en fait, les modes d'exploitation sont restés très proches de ceux de l'Antiquité, mais c'est un siècle qui aime beaucoup les statistiques, les cartographies, les comparaisons, et donc il y a énormément de documents qui ont été faits, en particulier une vaste enquête en 1889 qui permet d'avoir une photographie, si j'ose dire, très précise de toutes les carrières de calcaire qui étaient exploitées à l'époque. Et vous voyez que cette forte densité, le long des cours d'eau, sur les massifs dont on parlait tout à l'heure, en particulier toute la partie sud, avec la pierre du Midi, en Languedoc, en Provence, et puis les nombreuses carrières qui sont plus proches de Lyon. Sur l'autre, ici, c'est une partie des carrières qui ont fait l'objet d'une prospection. Donc prospection, aller voir sur place, y a-t-il des vestiges, peut-on les dater ? Et puis aussi, bien sûr, prendre des échantillons, les soumettre aux mêmes techniques d'analyse que ceux qui proviennent des sites archéologiques et comparer les deux pour essayer d'approcher la provenance. En conclusion, sans plus parler de méthode, on arrive à peu près à une dizaine d'affleurements, ils n'y sont pas tous, dont on peut dire qu'ils ont tout parti, de manière plus ou moins importante, alimenté la colonie romaine de Lyon et également celle de Vienne. Donc on a l'ensemble 1, ce sont les pierres du Mâconnais. L'ensemble 2, les pierres du Beaujolais, en particulier le calcaire oolithique, ce qu'on appelle la pierre de Lucenay. L'ensemble 3, c'est le Mont d'Or. Alors, évidemment, les volumes extraits sont très variables. Par exemple, le calcaire jaune est un tout petit peu utilisé à l'époque romaine, mais en quantité vraiment limitée. Le 4, on se trouve au bord du Rhône. Vous pouvez voir sur la carte, c'est bon ? Les chiffres sont visibles.
Donc c'est un rare exemple où on a la carrière elle-même, parce que c'est quelque chose de très localisé, la carrière de la pierre dite de Seyssel, où on a exploité en fait dans une gorge du Rhône un calcaire tendre sur les deux rives, la rive gauche pour l'époque romaine. Et ensuite, c'est une extraction qui s'est poursuivie à travers le temps jusqu'au XIXe siècle. Le point 5, donc on est dans l'extrême sud du Jura, avec sans doute le matériau le plus important en quantité, en volume extrait, le plus remarquable, on en parlera. Alors le 6, c'est l'île Crémieux, en gros, la pierre de Villebois, qui a été un tout petit peu exploitée à l'époque romaine, peut-être même un peu plus à Vienne qu'à Lyon. Et puis tout l'ensemble du Midi, avec ce qu'on appelle la pierre du Midi, ce calcaire tendre, dont vous connaissez sans doute les carrières à Saint-Paul-Trois-Châteaux, au Beau-de-Provence, et qui est un des premiers matériaux utilisés comme pierre de taille à Lyon. Bien entendu, il y a d'autres matériaux que je n'ai pas mentionnés qui sont en petite quantité, mais voilà pour les principaux d'entre eux. Alors on va regarder 3 de ces matériaux, la pierre du Midi, la pierre de Seyssel et puis le calcaire dur, ce qu'on appelle le chouin. Cette pierre du Midi, donc, c'est un calcaire qui est constitué en grande partie de débris d'organismes, ce qu'on appelle biodétritique, constitué d'une accumulation. Ça peut être des débris de coquilles, des débris d'algues, des débris de coraux, et puis des éléments encore plus petits, cimentés entre eux. Évidemment, d'un endroit à l'autre, cette cimentation va disons, dépendre de facteurs locaux. On va avoir des roches qui sont plus ou moins cohérentes, avec des variations aussi bien verticales que latérales. Et c'est un matériau qui a été extrêmement utilisé très tôt, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, en particulier dans les villes, les colonies grecques du littoral, et qui est la première pierre importée, le premier calcaire utilisé à Lyon, importé dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, quelques exemples de l'utilisation dans le Midi, les antiques de Glanum, le théâtre d'Orange. On voit en dessous de l'image que l'on voit là, c'est aussi un mur au théâtre d'Orange. Et plus près de nous, le temple d'Auguste et de Livy. Alors, Auguste et de Livy, il faut peut-être dire un mot un peu détaillé sur les matériaux de ce temple. En fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 phases de construction au temple d'Auguste et de Livy, le temple du culte impérial de Vienne. Aujourd'hui, si on regarde, on a les colonnes et toute la partie arrière qui est en pierre du Midi, avec une reconstruction de la partie avant qui est faite dans un autre calcaire tendre, qu'on va voir, la pierre de Seyssel. Pendant longtemps, on a imaginé qu'il pouvait y avoir eu un problème dans la construction, peut-être une construction qui s'était étalée dans le temps. Mais bon. Et il y a une hypothèse aujourd'hui, peut-être vous en avez entendu parler, d'un collègue archéologue qui s'appelle Benoît Elie, qui pense avoir retrouvé, dans le premier tiers du 1er siècle après Jésus-Christ, les traces d'un séisme à Vienne qui aurait détruit un certain nombre de bâtiments. Et c'est à ce séisme que serait dû l'écroulement de la partie avant du temple et sa reconstruction. Alors ça reste hypothétique, mais c'est sans doute, en tout cas, le témoignage le plus spectaculaire de ce possible séisme que l'on peut voir sur le temple d'Auguste et de Livy. Alors, vous savez sans doute qu'il doit sa conservation à sa transformation en église au Moyen-Âge, il y a eu de très fortes transformations à l'époque. La cella, la chambre intérieure avait été détruite, les entrecolonnements avaient été murés. Donc, à la fin du XIXe siècle, s'est posé la question de savoir comment on pouvait traiter le temple transformé en église. Fallait-il tout conserver tel qu'il était, c'est-à-dire avec les transformations du Moyen-Âge? Fallait-il se contenter, si j'ose dire, de supprimer les ajouts médiévaux, en particulier les entrecolonnements, ou fallait-il supprimer ces ajouts et reconstituer les parties disparues? C'est ce qui a été proposé. Donc la cella, la chambre intérieure a été reconstruite, les entrecolonnements détruits, les parties des colonnes qui avaient été abattues, les colonnes cannelées ont été reconstruites, etc. Et même il y a un autel qui n'est pas vraiment certain, qui a été reconstruit. La construction elle-même, la reconstruction, c'est deuxième moitié 19e, autour de 1880, je pense.
Alors, ce qui est un peu troublant quand on regarde les matériaux, c'est que certaines carrières de pierre du Midi ont été mises à profit pour refaire certaines parties des colonnes disparues. Alors, cette pierre du Midi a été utilisée dès la dernière décennie du 1er siècle avant Jésus-Christ. On en a un très bel exemple avec ce bloc qui provient de l'enceinte romaine de Vienne, qui a été d'ailleurs postérieurement creusé en sarcophage. On a ici un morceau de l'inscription monumentale qui devait figurer sur cette enceinte, où on peut reconstituer muros, portas, le mur et les portes, probablement une grande dédicace. On peut penser que l'autorisation de construire une enceinte pour une ville qui fait partie quand même d'une province conquise, c'était une exception, et qu'il est possible qu'il y ait une libéralité de l'empereur Auguste, et qu'il y avait donc une grande dédicace qui remerciait l'empereur Auguste, qui avait financé les murs et les portes. Alors ce bloc, c'est intéressant de voir, on voit comme il a été creusé en sarcophage, on peut voir un peu la structure de la pierre, et on voit ces éléments très caractéristiques qui sont les fossiles les plus caractéristiques de la pierre du Midi, qui sont comme des petites coquilles Saint-Jacques, ce qu'on appelle des pectènes. À Lyon, c'est le matériau d'un certain nombre des mausolées qui ont été trouvés à la fin du XIXe siècle, à la sortie de Lyon, au départ de la voie d'Aquitaine, à côté de la place de Trillon. Et ces mausolées ont été, 3 et de 5 bases de ces mausolées ont été démontées et remontées sur la place Werner. C'est d'ailleurs ce que j'ai découvert, que je ne savais pas en regardant les archives, l'architecte de la ville, Abraham Hirsch, qui s'est chargé du démontage. C'était un homme qui avait vraiment plusieurs cordes à son arc, parce qu'il a fait à la fois la synagogue, l'université, et c'est lui qui s'est occupé du démontage de ces monuments. Je crois d'ailleurs me souvenir qu'il avait fait plusieurs hypothèses sur la manière de les remonter. Donc sur ces 5 bases de mausolées, il y en a 3 qui sont construites entièrement en pierre du Midi. Et on peut voir ici, justement, aussi ces fameux pectènes, ces coquilles qui sont vues ici en coupe. Ces mausolées ont été étudiés par les spécialistes de la stylistique et qui pensent qu'il y a pu avoir une équipe de sculpteurs itinérantes qui auraient travaillé à la fois pour les mausolées de Glanum et les mausolées de Lyon. En tout cas, ce sont les monuments romains les plus anciens. Ils sont un peu oubliés aujourd'hui, à vrai dire. Peut-être le fait qu'ils aient été déplacés un peu nuit à leur célébrité. Ils sont un peu délaissés, ces mausolées. C'est dommage parce que ce sont à la fois, sans doute, les monuments les plus anciens de la colonie de Lyon, visibles en tout cas. Ce sont des rares exemples de construction en grand appareil et ils mériteraient d'être un peu valorisés. Donc on voit ici ces coquilles, mais ici vues en coupe. Autre monument construit en pierre du Midi, c'est le temple dit du Clos du Verbe incarné. Donc, ce Clos du Verbe incarné, c'est cette propriété religieuse qui se trouve au sommet de la colline de Fourvière, qui a été sondée une première fois par Aimable Audin dans les années 50, puis qui a fait l'objet d'une fouille en extension au moment où tout un ensemble d'immeubles allait être construit sur le terrain appartenant jadis à la congrégation religieuse et qu'il a vendu dans les années 1980. Alors évidemment, la maquette est très flatteuse. La découverte elle-même est bien plus modeste puisque tout était à raser. Mais ce qui était caractéristique, c'était à la fois le cryptoportique qui est sous les 3 galeries qui entourent le temple et puis de très nombreux blocs errants de colonnes qui permettent quand même, sur la base de la métrique des colonnes, d'avoir une idée entre la taille du podium du temple et puis la taille des fûts de colonnes, de pouvoir proposer une restitution plausible qui a été faite ici par un architecte qui s'appelle Pierre André. Dans un premier temps, ce temple était construit en grande partie en pierre du Midi. Dans un deuxième temps, les colonnes ont été plaquées en marbre blanc. Mais il semblerait que dès l'origine, il y ait eu du marbre blanc dans la construction, peut-être pour la cella. Quand j'avais fait cette étude sur les matériaux, évidemment, avec la fougue de la jeunesse, comme on dit, j'avais dit peut-être un peu légèrement qu'il n'y avait pas de marbre avant le milieu du 1er siècle à Lyon. Alors, il y a des spécialistes de la stylistique qui ont étudié très près des éléments de marbre blanc du Clos du Verbe incarné et qui ont
qui ont montré qu'en fait, visiblement, sur une base stylistique, il y a du marbre blanc qui a été travaillé au début du 1er siècle après Jésus-Christ, puisque le temple lui-même a été inauguré sous Tibère, peut-être, en tout cas, au cours des premières décennies du 1er siècle. Donc il faut faire confiance aux stylisticiens. J'aurais préféré qu'on trouve des morceaux de marbre blanc en stratigraphie, mais bon, malheureusement, la fouille n'a pas révélé de tels vestiges. En tout cas, un premier état des colonnes en pierre du Midi, et puis un plaquage dans un deuxième temps en marbre blanc. Et puis ce qu'on voit dessous, en fait, c'est pour illustrer la relative fragilité de cette pierre du Midi, qui était très, très sensible aux altérations. Alors on se plaint parfois de la pollution urbaine, mais je pense qu'au début du XXe siècle, c'était bien pire, parce qu'on brûlait énormément de charbon riche en soufre, et il devait y avoir des pluies acides. Et là, on a l'exemple d'un chapiteau qui est vraiment très, très usé. Il y en a un dessin au moment de la découverte dans les fouilles d'Almer et d'Issard, dans les années 1885. Alors, le dessin d'origine est peut-être un peu flatteur, mais en tout cas, on voit qu'il y a eu une très forte altération de ce chapiteau exposé aux intempéries pendant de nombreuses décennies. D'autres éléments en pierre du Midi ont été découverts au théâtre de Lyon, où visiblement ils appartiennent à un premier état du théâtre. Le théâtre de Lyon, le premier état, est daté autour de 15 avant Jésus-Christ. Et il semblerait que quand le théâtre a été agrandi, même si la manière dont a progressé, a évolué le théâtre de Lyon entre sa fondation et puis son abandon, reste problématique. En particulier, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que dès l'origine, il avait la taille qu'il a aujourd'hui ? Est-ce qu'en fait, dans un premier temps, il était entouré d'une vaste galerie qui, dans un deuxième temps, a été remplie par des gradins. On aurait multiplié par 2 sa contenance. En tout cas, il y a une première phase dans laquelle il y a de la pierre du Midi qui est caractérisée en particulier par cette base de colonne avec ce trait de scie, cette moulure en creux qu'on appelle la scottie qui sépare 2 tores, qui est très caractéristique de cette période de l'époque augustienne avec des scotties extrêmement profondes. Et visiblement, ces éléments ont été démontés et remployés lorsque le théâtre a été agrandi, on va dire ultérieurement, parce qu'il n'y a pas de datation très précise. Alors, je vais vous faire circuler quelques échantillons de pierre du Midi. En fait, j'ai même un fragment du temple du Clos du Vermacarné. Donc, vous reconnaissez la cannelure d'une colonne, et sur cette cannelure, il y a eu une zone de faiblesse, et vous voyez que la zone de faiblesse, c'est un pecten, c'est une petite coquille fossile, qui a fait une zone de faiblesse et qui a fait que la cannelure s'est cassée à cet endroit-là. Et par contre, la trace de sillage dessous, c'est le prélèvement pour analyse. Comme ce n'est pas la Vénus de Milo... comme on dit, on peut y aller. Et puis j'ai un autre fragment qui vous permettra de voir la structure de ce calcaire, donc un peu poreux, avec des éléments de taille différentes, et une relative légèreté. J'aurais dû dire ça au départ, c'est un matériau tendre, relativement léger, qui fait à peu près quelque chose comme 2 tonnes, 1 mètre cube, mais suffisamment solide quand même pour être utilisé comme élément porteur dans des colonnes. Donc une résistance à l'écrasement suffisante pour être un élément porteur. Voilà. Si vous connaissez les Baux de Provence, la cathédrale d'Images, voilà, c'est une carrière qui est creusée dans la pierre du Midi. Alors cette pierre du Midi, elle est utilisée à Lyon, semble-t-il, sur une période relativement courte. Donc c'est la première pierre de taille importée. La question se pose. On parlait tout à l'heure de la pierre qui est un produit pondéreux qui voyage en fait sur les cours d'eau. Est-ce qu'il faut imaginer que vers 10 avant Jésus-Christ, le cours du Rhône était déjà aménagé pour être remonté par des chemins de halage ? Peut-être. Vous pouvez me dire l'heure parce que là, c'est moins 20. Si on veut passer aux questions, il ne faut pas trop tarder. D'accord. On va aller un peu plus vite. D'accord.
Donc cette pierre du Midi, elle a été utilisée plus tard. En particulier, on a ici une carrière souterraine à Saint-Paul-Trois-Châteaux qui était destinée, avant la Première Guerre mondiale, pour construire des abattoirs à Lyon, et ça ne s'est pas fait. Mais on voit très bien ici les traces d'extraction. Elle a été utilisée pour de très nombreuses constructions, beaucoup d'hôtels, beaucoup de maisons particulières, d'immeubles particuliers dans la presqu'île, également pour des éléments d'architecture publique, en particulier les élévations de la préfecture du Rhône, construites à la fin du XIXe siècle. Voilà, c'est tout ce qu'on voit au niveau du rez-de-chaussée. Très souvent, d'ailleurs, cette pierre qui, disons, relativement fragile, ne repose pas directement au niveau du sol. Elle est posée sur des fondations, ou du moins sur des bandeaux de calcaire dur. Deuxième exemple, alors là, on change, on devient plus régional. La pierre de Seyssel, qui est un calcaire tendre, qui a été exploité, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un élément pour lequel on est sûr de la provenance très précise de la carrière. On est là, au point 4, dans la gorge du Rhône. D'un côté, on a l'Ain, rive droite, de l'autre, la Haute-Savoie, rive gauche. Et on a une carrière souterraine spectaculaire qui a laissé des traces à différentes périodes, de l'époque romaine jusqu'au XIXe siècle. Et fin XIXe, début du XXe, l'extraction s'est transportée sur la rive d'en face. Donc on a un matériau ici, là encore, tendre, mais très peu stratifié, quelque chose d'assez massif. Ce que l'on remarque, c'est que le plancher de la carrière est ennoyé complètement sous des alluvions, qu'on aimerait bien dater pour savoir à quel moment le Rhône a envahi la carrière. Et puis on a des traces anciennes, là-haut, avec ces traces, ce front de taille qui est entaillé par des emplacements de poutres, peut-être l'emplacement d'un premier débarcadère de l'époque romaine. Ici, l'extraction se fait à l'époque antique et jusqu'au XIXe siècle par des tranchées creusées, des tranchées verticales. Vous voyez qu'on dégage en fait le bloc sur ses trois côtés en creusant des tranchées, et le quatrième côté est dégagé avec des coins. Cette pierre de Seyssel a été utilisée dès, là aussi, la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. En particulier, on a retrouvé comme un temple en kit, si j'ose dire, au bord de la Saône, lorsque les archéologues ont creusé le parking Saint-Georges sur la rive droite de la Saône, et de nombreux blocs avaient été mis sous forme d'enrochement, en particulier toute une série de blocs venant du démontage d'un temple du 1er siècle, dont on voit ici un morceau de la dédicace, avec le mot temple en dessous, templum, le P que vous pouvez raccorder au bloc de dessus, porticum. Là aussi, on doit avoir une dédicace. Telle personne a offert le temple avec son portique, peut-être les statues, etc. On remarque, je ne sais pas si vous voyez, des traces de colorant rouge dans l'inscription. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions romaines du musée de Lyon qui sont peintes en rouge, mais ils ont eu la main un petit peu lourde à la fin du XIXe siècle. Et on n'est pas certain que cette mise en rouge se soit toujours appuyée sur des traces à cette époque-là. Là, pour le coup, on est sûr qu'il s'agit donc d'un colorant qui a été mis à l'époque antique. Il y a une petite analyse qui a montré qu'on a du cinabre, du sulfure de mercure. La pierre de Seyssel a été utilisée, on voit très bien ici, au portique de l'Odéon. Évidemment, les vestiges sont modestes, mais il reste une base de piliers en pierre de Seyssel qui reposait sur un stylobate de calcaire dur. Et puis les deux mausolées qui sont sur la gauche de cette base de 3, des mausolées de Triomphe, sont en pierre de Seyssel. Également, un élément spectaculaire, c'est la dédicace de l'amphithéâtre. Le premier état de l'amphithéâtre, donc sur la colline de la Croix-Rousse, visiblement étroitement lié au sanctuaire des Trois Gaules. Premier état, construction possible en 19 après Jésus-Christ, utilise du calcaire tendre, et c'est le cas notamment de la dédicace, l'inscription qui mentionnait le nom du fondateur. En revanche, les gradins qu'on voit sur l'image sont un ajout postérieur. Cette pierre de Seyssel va être utilisée à Lyon bien plus tard pour les constructions du XVIIe siècle, en particulier pour le couvent des Bénédictines, donc le palais Saint-Pierre, mais également pour l'hôtel de ville par Simon Maupin au XVIIe siècle. Donc toutes les élévations sont en pierre de Seyssel. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si je dois dire du mal auprès des architectes de cette pratique, qui est très fâcheuse pour moi, ce sont les badigeons.
tout disparaît sous un badigeon, donc il est très difficile de voir la couleur de la pierre. Donc on a l'impression que ces élévations sont en calcaire jaune. En fait, quand il y a une petite ébréchure, si j'ose dire, on voit très bien le blanc de la pierre de Seyssel, parce que c'est un calcaire de couleur très blanche, quoi. Et enfin, pour terminer, le matériau sans doute le plus célèbre, le plus remarquable de la colonie de Lyon, le calcaire dur. Alors, le terme de chouin, vous savez, c'est un terme régional utilisé par les carriers, les maçons, les tailleurs de pierre, depuis le Moyen-Âge jusqu'on va dire la fin du 19e siècle. Un terme dont l'origine est controversée, peut-être pierre de choix. En tout cas, c'est quand même assez propre aux Lyonnais et puis aussi un petit peu au Dauphiné. Donc ça désigne une pierre de taille calcaire dure. Et le fait que le calcaire de Fay, donc Fay, c'est une petite carrière qui se trouve à l'extrémité du Jura. Le calcaire de Fay a été exploité de chaque côté du Rhône. Dans l'Isère, il y a une carrière attestée à Brangue, à l'époque romaine. Et puis, sur la rive droite, côté Jura, il y a la carrière de Fay, c'est la commune de Périeux, où traditionnellement, on place une carrière de l'Antiquité, parce qu'au XIXe siècle, il y a un architecte qui a remarqué qu'il y avait des traces anciennes. Mais évidemment, ce qui est un peu troublant, c'est que lorsqu'on a construit l'Opéra de Lyon, au tout début du XIXe siècle, on a rouvert la carrière de Fay et on peut se demander si les vestiges décrits à Fay à la fin du XIXe siècle ne sont pas plutôt les vestiges de l'exploitation du XIXe que celles de l'époque romaine. Mais bon, ça reste à prouver. C'est un calcaire extrêmement compact, très dur. Et je vais vous faire circuler à la fois un morceau de Fay et un morceau de Seyssel. Vous pouvez voir combien c'est différent. Le calcaire de Fay, on dirait du silex. C'est ces roches qui ressemblent beaucoup au calcaire lithographique. Un grain extrêmement fin. Une roche qui pèse 2,7 tonnes au mètre cube. Vous voyez, un bloc d'un mètre cube, ça fait presque 3 tonnes. C'est très très dur, très très compact. C'est très dur à travailler. Mais évidemment, ça offre, en particulier pour tout ce qui est inscription, une surface d'excellente qualité. La couleur naturelle, c'est un peu la teinte mastic ou café au lait, et la pierre se patine en blanc rapidement. Donc vous avez la pierre de Seyssel, calcaire blanc tendre, et puis vous pouvez sous-peser les deux, monter avec l'ongle. On voit qu'on a affaire vraiment à deux matériaux assez différents. Il y a quelqu'un qui doit encore avoir la petite plaquette de porphyre vert, si je ne m'abuse. Ah, très bien, parfait. Je suis jaloux des échantillons. Alors, ce calcaire de Fay a été très utilisé, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un calcaire qui est utilisé avant le milieu du 1er siècle. On va voir ça d'ailleurs. Il a été utilisé en particulier dans l'architecture publique pour tout ce qui est éléments d'architecture, mais de par sa dureté remarquable, on n'a jamais taillé un chapiteau corinthien dans un bloc de Fay. C'est pour des moulures lisses, mais jamais pour des éléments qui demandent un certain refouillement. C'est un calcaire très dur qui a été extrait, non pas en creusant des saignées comme on a vu pour la pierre Seyssel, mais uniquement avec un système de coins. Voilà. On voit en particulier dans la carrière de Brangue, rive gauche du Rhône, des traces caractéristiques de ces emboîtures, ces logements pour les coins. Voilà l'élément le plus ancien, en tout cas considéré tel quel depuis le XIXe siècle. C'est un milliaire daté de l'époque de Claude qui se situait sur la voie entre Lyon et Vienne, la voie dite abrégée sur la rive gauche. Donc un milliaire, une borne datée de 43. Voilà quelques éléments en calcaire qui montrent en fait, vous reconstituer une utilisation très intensive, en particulier dans les monuments publics, tous les gradins du théâtre, de l'Odéon, les soubassements, le stylobate, etc. etc. Donc, importance des volumes. Un usage intensif pour tout ce qui est monuments, en particulier les monuments funéraires, mais aussi les monuments honorifiques, les bases de statues, monuments funéraires sous forme d'hôtels ou de mausolées. Alors, je vais passer. Et ce calcaire dur, ce chouin de Fay, on peut vraiment dire que c'est en quelque sorte le matériau officiel de la colonie de Lugdunum, puisqu'on le trouve utilisé en particulier pour les monuments, les bases de statues qui étaient offertes chaque année aux prêtres du sanctuaire. On le trouve également, par exemple, pour ces monuments qui commémorent des sacrifices à la déesse Cybèle pour la conservation de la santé de l'empereur, etc.
Et vous voyez que le grain extrêmement fin permet de faire des lettres d'excellente qualité. Mais quand vous montrez ça à intérieur de pierre aujourd'hui, je vous dis, il faut avoir 10 ans de pratique pour arriver à faire des lettres de cette qualité dans ce matériau. Ce qu'il faut noter en corollaire, c'est qu'il y a une extrême rareté des monuments funéraires historiés à Lyon. Si on va dans d'autres régions, par exemple en Bourgogne ou en Aquitaine, on voit des collections de monuments funéraires où le défunt est représenté dans des scènes de la vie quotidienne. On n'a pas ça à Lyon. Sur à peu près 600 ou 700 épitaphes, il y en a quelques-unes qui sont historiées, qui représentent le défunt. Très peu de portraits funéraires. Mais en revanche, on a des lettres, des inscriptions d'excellente qualité. On voit quand même que là, il y a une volonté d'exprimer peut-être le fait qu'à Lyon, on était dans une colonie romaine de citoyens romains et qu'on connaissait parfaitement la langue latine. En tout cas, on voit que le seul élément décoratif, si j'ose dire, du monument funéraire, c'est l'inscription. Évidemment, on rappellera que seule une frange de la population la plus fortunée avait accès à un monument funéraire, surtout en calcaire dur, qui devait coûter très cher. Donc c'est certain qu'on n'a pas une représentation, un échantillonnage représentatif de la population. Et d'ailleurs, quand on regarde les monuments funéraires, on voit qu'à côté des monuments en chouan de fée, calcaire extrêmement dur, sans doute par des ateliers très spécialisés, avec un savoir-faire très important, on a quelques monuments en pierre tendre, et vous voyez tout de suite la différence au niveau de la qualité, avec des moulures hésitantes, une graphie qu'il est également. Par exemple, le monument central ici est celui d'une femme décédée à 90 ans, et on voit que la qualité de la gravure se distingue nettement de celle des monuments en chouan de fée, et en plus, il y a énormément de fautes d'orthographe à l'intérieur de l'épitaphe. Donc on est amené à imaginer qu'il y avait des gens les plus fortunés qui s'adressaient aux ateliers officiels, si j'ose dire, qui travaillaient le chouan de fée, qui connaissaient parfaitement le latin, et peut-être sans doute des gens plus modestes, mais malgré tout suffisamment fortunés pour s'offrir une pierre tombale, et qui s'adressaient à des ateliers moins spécialisés qui travaillaient des calcaires tendres. Alors pour terminer, et j'en aurai fini, des matériaux peu ou pas utilisés à l'époque romaine, le calcaire agriffé que nous connaissons tous dans les escaliers, les bâtiments du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Le calcaire agriffé, donc, qui vient du Mont d'Or, le cinémurien du Mont d'Or, caractérisé par cette abondance de coquillages d'huîtres fossiles, voilà, qu'on trouve en particulier dans les habitats du Vieux-Lyon, mais aussi en soubassement. On disait tout à l'heure que la pierre de Seyssel n'est jamais mise dans les parties basses des édifices. On voit là, aussi bien à l'hôtel de ville qu'au palais Saint-Pierre, qu'elle repose sur des parties basses, des soubassements qui sont en calcaire agriffé. Le chouan de Villebois-Montalieu, ce calcaire gris utilisé à Lyon à partir du XVIIIe siècle, sans doute le monument le plus ancien qui utilise ce matériau, c'est l'Hôtel-Dieu, et qui va connaître un développement spectaculaire au XIXe et surtout au XXe, avec cette utilisation absolument intensive, en particulier dans les immeubles de la presqu'île, où on voit des éléments monolithes pour les escaliers, les façades, des paliers avec des superficies ahurissantes. Ce matériau très caractéristique, avec en particulier ces dessins qu'on appelle les joints stylolithiques. Et il y a un témoignage important d'un architecte, c'est Baltard, l'architecte qui a fait le palais de justice. Et comme d'habitude, il y a des archives lorsqu'il y a des problèmes. Lorsque l'architecte Baltard prend en main, si j'ose dire, la construction du palais de justice, il y a déjà eu un premier projet, mais il voudrait faire changer ce projet, en particulier pour avoir plus de majesté dans ce monument et qu'il soit encore plus antiquisant, parce que Baltard, c'était un fou de l'Antiquité. Il voudrait avoir en façade, les fameuses 24 colonnes, des colonnes monolithes. Et il y a une forte dispute entre lui et le maçon, le tailleur de pierre, qui avait sans doute déjà prévu autre chose. En particulier, il avait prévu des tambours de colonnes en pierre de Villebois. Et Baltard écrit au préfet « Monsieur le préfet, si on considère l'importance du monument confié à votre sollicitude et à ma direction, si l'on remarque ainsi que vous l'avez fait vous-même, l'infériorité de la pierre de Villebois à cause des mises au délit
qui, semblable aux sutures d'un crâne, si déplaisantes au milieu d'un appareil et dont l'agrégation tend à se détacher et à former des stries apparentes, d'autant moins supportables qu'elles sont irrégulières, je ne doute pas qu'il y ait là lieu de préférer à la pierre de Villebois la pierre de Crussol, qui est exempte de tous ses défauts. Donc évidemment, c'est une fiction, mais j'imagine qu'on pourrait mettre ces mots tout à fait dans la bouche d'un architecte romain, parce que ce calcaire de Villebois, avec ses défauts et sa couleur grise, n'a pas plu visiblement à l'époque romaine. Pourquoi suis-je sorti de... Fin du diaporama. Voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais pas terminer comme ça, mais vous avez vu. Non, c'est pour dire que tout ce que je viens de vous dire c'est un résumé en fait d'un article que j'avais fait avec notre collègue Dominique Tritaine, qui lui en fait a beaucoup travaillé sur l'époque moderne et puis l'époque contemporaine. En particulier, il a étudié toutes les archives, toutes les lettres, toute la correspondance entre Baussan et puis l'architecte qui s'est chargé sur le terrain de la construction de la basilique de Fourvière. Et il connaît parfaitement notamment le domaine des marbres. Donc c'est un article, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous envoyer l'article en question, qui s'appelle « Esquisse d'une histoire de l'approvisionnement à Lyon en pierre des origines jusqu'au XIXe siècle ».